Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo Brazzaville. Premier ministre Anatole Kouliné Makosso s'est fendu d'une interview qu'il a accordée à Jeune Afrique. Alors, l'interview fait bruit dans les plateformes numériques. On sent que vraiment la toile s'enflamme. Mais alors, je me suis quand même posé un certain nombre de questions en me demandant qu'est-ce qui fait que ce qui est quand même économie et deviennent subitement ce qui est plus politique, que ça tend vers la politicaillerie. Et je comprends que ça, c'est la grande maladie qui est la nôtre. C'est-à-dire que la politique se saisit de nous chaque fois on peut aborder des vraies questions, certains sujets, et on se perd au lieu de se poser vraiment des vraies questions. Les vraies questions, pourtant, on peut se les poser à travers les statistiques et avancées par le Premier ministre Anatole Kouliné Makosso, ou alors ce qu'il a eu à dire, parce qu'il s'agit en fait, à la lecture de cette interview, j'ai cru comprendre que le Premier ministre est comme dans une esquisse de bilan sur le plan économique et financier de son passage, ou alors de son séjour à la primature. Et pourtant, il y a des vraies questions qu'on est en droit de se poser pour justement faire que le pays avance. Et les vraies questions, moi je les ai, c'est pourquoi je vais essayer de les examiner avec vous au cours de ce podcast. D'ailleurs, nous, on a décidé de ne parler qu'économie et finance sur notre plateforme parce que on se rend compte qu'au Congo, toute chose vire vers la politique. Mais je vous apprends, pour vous qui faites la politique, que la politique ne vaut rien s'il n'y a vraiment pas des bases économiques. Il n'y a, il y a pas d'économie, il n'y a pas de politique si l'économie ne parle pas. Et moi, j'ai essayé donc à travers cette interview de Kouliné Makosso d'engager certaines réflexions, certaines analyses que je vais ici partager avec vous. D'abord, quand je lis cette interview, je retrouve une partie du discours qui a été prononcé par le Premier ministre lors de son séjour à Pointe-Noire devant des jeunes qui sont engagés dans la dynamique entrepreneuriale. C'était à l'occasion du forum organisé par le FIC à Pointe-Noire. Et je suis allé fouiller ça pour vous parce que c'est toujours important de revenir sur certaines choses parce que ce qu'il a eu à dire au niveau de ces chiffres, c'est la même chose qu'il a eu à dire à Jeune Afrique. Suivez, s'il vous plaît. Le gouvernement a entrepris des réformes très audacieuses ces dernières années pour gagner le pari de l'emploi et de l'employabilité des jeunes, très peu comprises par l'opinion nationale et qui nécessitent une grande sensibilisation. Cette initiative participe à cette grande sensibilisation que requiert la valorisation des réformes entreprises par le gouvernement. Sur la base de ces réformes, la Banque mondiale estime le taux de chômage global pour l'année 2024 à 19,6% et le taux de chômage des jeunes à 39,9%, alors qu'il était en 2021 à 21,9% pour le taux de chômage global et à 44,5% pour le taux de chômage des jeunes. On note une baisse sur la période de 2% pour le taux de chômage global et de 5% pour le taux de chômage des jeunes. Ces statistiques sont confortées par celles publiées par l'Organisation internationale du travail, rapportées par Trading Économique et selon lesquelles le taux de chômage au Congo est estimé à 19,80% en 2024 contre 20,10% en 2023 et 22,40% en 2024. Retenez ces chiffres, vous comprendrez l'importance de l'action entreprise par le gouvernement à travers ces réformes. Vous noterez également qu'après avoir atteint un pic de 46,3% en 2020, le taux de chômage des jeunes retrouve, après 4 années d'efforts et de mise en place des politiques axées sur l'emploi des jeunes, son niveau de 2010 qui était à 39,9%. Alors, les vraies questions qu'on est en droit de se poser, c'est de savoir
Est-ce que en 2024, par exemple, s'agissant du taux global de chômage, nous sommes à 19,6% contre 21,6% en 2021? Ça, c'est la première question qui mérite d'être posée. Oui, puisque quand nous faisons donc le fact-checking, nous vérifions ces informations, ces statistiques, nous nous rendons que les statistiques produites ou avancées par le Premier ministre sont vraies, puisqu'on peut les vérifier sur les sites de la Banque mondiale et de l'Organisation internationale du travail. Et avons-on vu, en ce qui concerne le taux de chômage global, on peut dire une amélioration de 2%. Alors, la vraie question qu'on devrait plutôt se poser, c'est de savoir, est-ce que effectivement, sur cette période 2021-2025, les gens ont senti qu'il y a quand même une espèce d'absorption de ceux qui sont sur le pavé, c'est-à-dire ceux qui sont sans emploi? La question mérite d'être posée. Si oui, quels sont les secteurs ou les sous-secteurs qui ont absorbé des Congolais qui sont des chômeurs? Voilà des vraies questions qu'on est en droit de se poser. Et pourquoi les autres sous-secteurs ou secteurs de notre économie ne réussissent pas à capter ou à absorber des Congolais demandeurs de l'emploi? Voilà des vraies questions parce qu'il faut faire avancer la République pour ne pas vraiment rentrer dans ce qu'on appelle la politique aérienne parce qu'elle n'apporte rien à un pays. Les pays aujourd'hui, si vous suivez comment est-ce que les grandes nations fonctionnent, sont les grandes nations, la Chine, les États-Unis, la France, on n'y parle qu'économie, même si en France aussi, on parle un peu beaucoup plus politique aujourd'hui, mais politique parce que l'économie ne marche pas. C'est pourquoi on parle plus politique aujourd'hui en France. Mais les autres pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Rwanda, c'est l'économie. Et c'est pourquoi il faut qu'on sorte de ces repos politiques. Moi, j'analyse les choses, n'est-ce pas, sur le terrain économique et financier. En ce qui concerne l'employabilité des jeunes, est-ce que le taux de chômage des jeunes en 2024 n'est pas de 39,9% contre 44,5% en 2021? Oui, avec, n'est-ce pas, une amélioration de plus de 5%. Oui, Célia, ces chiffres sont vrais puisqu'on peut les vérifier. Donc, les chiffres fournis par le Premier ministre sont vrais. Mais plutôt, la bonne question que nous, on doit se poser, est-ce que les jeunes ont senti que sur cette période 2021-2025, il y a vraiment eu des embauches? Si oui, c'est dans quel secteur et dans quel sous-secteur et pourquoi les autres secteurs n'embauchent pas? Voilà des questions, moi, je pense qu'il faut se poser lorsqu'il y a, par exemple, ce genre de production d'un politique et on est donc justement dans cette conception des choses pour faire améliorer les choses. Mais pourquoi est-ce que ces statistiques fournies, notamment par la Banque mondiale, reposent sur des véritables chiffres parce qu'on sait qu'il y a une faiblesse des statistiques dans notre pays. On sait par exemple que l'agence congolaise de l'emploi, par exemple, n'a pas toujours eu à répertorier tous les jeunes Congolais qui sont demandeurs d'emploi. N'arrivent là-bas que quelques-uns. Et les autres, certainement, ils échappent encore à une quantification statistique, ce qui peut donc éventuellement faire que la Banque mondiale se retrouve avec des statistiques qui souffrent, n'est-ce pas, de la faiblesse même de notre système, pour ne pas me répéter, statistique. Voilà des vraies questions que moi je pense on est en droit de se poser. Maintenant, tout compte fait, ce sont quand même des agrégats macroéconomiques qui permettent à nos bailleurs de fonds, aux institutions de Bretton Woods, d'avoir une certaine lecture sur l'environnement socio-économique de notre pays. Une autre question, puisque le Premier ministre l'a dit dans son interview, c'est que à son arrivée, on était dans une phase de décroissance de moins de 8%. Et aujourd'hui, on est en train d'attendre entre 3,4% et 3,5% de taux de croissance. Est-ce que cette information est vraie? Oui, elle est vraie parce que ce sont des statistiques fiables. On sait très bien que avant l'arrivée de Kouliné Bakosso en 2021,
on avait des difficultés pour nouer un accord avec le Fonds monétaire international. Souvenez-vous des 48 mesures qu'il fallait absolument respecter et nous avions de la peine à arracher cet accord avec le Fonds monétaire international. Et donc, finalement, quand Makosso arrive, on arrache donc, n'est-ce pas, cet accord de facilité élargie de crédit qui nous a permis éventuellement donc d'engager un certain nombre de réformes. Et les telles réformes nous amènent aujourd'hui donc à un taux de croissance qui devrait se situer entre 3,4 et 3,5% à la fin de cette année. Et les bonnes questions que nous devons nous poser, c'est de savoir est-ce que ce taux de croissance réussit à impacter le quotidien des Congolais? Je dis non, ce taux de croissance n'impacte pas encore le quotidien, n'est-ce pas, des Congolais. Et voilà des bonnes questions. La bonne question qu'on est en droit de se poser, est-ce que ce taux de croissance qui est donc prévu entre 3,4 et 3,5% apporte un réel changement significatif dans le quotidien des Congolais? On peut se poser cette bonne question et on peut y répondre en disant non, parce que cette croissance même reste fragile. Elle est certes tirée par le secteur hors pétrole, mais elle n'est pas vraiment confortée ni dynamique et ne s'inscrit pas vraiment encore sur une certaine durée et dans une proportion qui est quand même appréciable. Parce que pour qu'une croissance impacte les populations, elle devrait respecter la logique de la durabilité, de la dynamique, mais aussi de proportion qui certainement devrait être à partir de 8%. D'ailleurs, je vous prie de suivre dans un monde qui se globalise pour voir un peu comment, dans un pays comme le Bénin, pionnier en matière de réformes économiques, grâce, n'est-ce pas, à Ouadani, le ministre des Finances, d'ailleurs, qui est pressenti comme le successeur de Patrice Talon. Suivez un tout petit peu comment est-ce que le Bénin, qui donc devient aujourd'hui le pays pionnier en matière de réformes économiques et financières, explique un tout petit peu comment est-ce que la croissance peut avoir un réel impact sur le vécu des populations. Suivez, s'il vous plaît. Le Bénin, sur les 10 dernières années, a connu une croissance en moyenne de 4%. Mais en réalité, cette croissance de 4% a deux caractéristiques majeures. La première, c'est qu'elle est insuffisante. Et la deuxième, c'est qu'elle est volatile. Elle est insuffisante parce que, compte tenu du niveau de développement et de la croissance démographique, il faudrait un taux de croissance d'au moins 7% sur une période d'au moins 3 ans pour véritablement enclencher la réduction de la pauvreté. Elle est en fait volatile parce que, comme vous le remarquez, nous avons connu des pics en 2014 autour de 1,7% de taux de croissance et 6,9% de croissance en 2013. Cela démontre une économie qui n'a pas la capacité de résister face aux chocs. Une économie qui fluctue autant, c'est une économie qui n'est pas résiliente aux facteurs exogènes et endogènes. La réponse du gouvernement à ces doubles défis d'insuffisance de croissance et de croissance volatile, mais c'est de faire des réformes et de faire des investissements massifs. Des investissements pour accroître la production de richesses, des investissements pour diversifier notre économie et enfin des investissements pour révéler, je dis bien donc pour révéler le potentiel du secteur porteur. Donc, si vous constatez très bien, ça voudrait tout simplement dire que la croissance, par exemple, telle que le décrit le ministre des Finances du Bénin, il faudrait qu'elle soit donc dans une certaine proportion et s'inscrive dans une certaine dynamique et même durabilité pour pouvoir impacter la vie des populations. Dans le cas du Congo, on peut donc dire que cette croissance reste très fragile. Mais toujours est-il que c'est un indicateur de taille qui permet à un pays d'être évalué par les institutions de Bretton Woods. À ce niveau, oui, il y a quand même quelque chose qui s'est fait. L'autre question qu'on est en droit de se poser, c'est l'endettement du Congo. Deux volets. Le premier volet, c'est l'endettement à l'international. On sait très bien que en 2020, ou alors 2021, le niveau de l'endettement du Congo était au-delà de 110%
du produit intérieur brut, donc quasiment au-delà et largement au-delà de la norme de convergence communautaire de la CEMAR qui voudrait que le niveau de l'endettement soit contenu à moins de 70% ou égal à 70%, mais de préférence à moins de 70%, parce que quand vous êtes déjà à 70%, vous êtes déjà en train de glisser au-delà de la norme de convergence communautaire. Alors, aujourd'hui, on peut dire que le niveau de l'endettement a été donc ramené de plus de 110%, sinon on allait même vers les 120 à 94% du produit intérieur brut. Mais oui, on est encore loin du décompte pour se situer dans la norme de convergence communautaire. Mais tout de même, il y a tout lieu de constater qu'il y a quand même eu une espèce de dégraissage, n'est-ce pas, de ce taux d'endettement à l'international. Donc, ce sont des choses et les vraies questions qu'on est en train de se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui est mis sur pied comme mécanisme visant justement à réduire à une portion congrue le niveau de l'endettement du Congo afin que la qualité de notre signature soit soignée. Voilà des vraies questions que moi, je pense, on est en droit de se poser parce qu'en économie, on ne ment pas. Les hommes politiques peuvent mentir, mais en économie, les chiffres parlent d'eux-mêmes, comme dit un jargon justement en économie. Et je crois savoir que oui, il y a des choses qui se font, mais nous devons reconnaître que c'est encore quantité négligeable parce qu'il faut absolument que les Congolais ressentent cela dans leurs écrits quotidiens. Voilà des choses et on devrait justement engager beaucoup plus nos réflexions, nos débats sur ces questions pour ne pas tomber tout de suite dans la politique aérie parce qu'elle ne nous amène nulle part. Il y a aussi au niveau donc, de l'endettement intérieur, c'est-à-dire celui du marché domestique, si vous voulez, pour faire simple, le, le marché des titres publics de la Banque centrale. Oui, on sait que le Congo est quasiment le pays qui a pénétré ce marché en dernier ressort parce que le Gabon, le Cameroun y étaient déjà actifs. Mais bon, aujourd'hui, force est de reconnaître que oui, le niveau de l'endettement du Congo sur ce marché est le plus important. Bon, et il faut donc se poser les vraies questions, même si cela n'a pas vraiment été évoqué avec chiffres à l'appui au cours de cette interview. Qu'est-ce qui est mis sur pied par les gouvernants pour que l'on essaye de ramener ce niveau d'endettement dans des proportions tout à fait acceptables et pour que nous soyons capables en interne de mobiliser des ressources. Quelle est la stratégie qui est mise sur pied? Voilà des vraies questions, moi je pense, quand il y a une autorité politique de cette envergure qui parle économie pour une fois, parce que généralement, on est servi que à la sous-politique. Mais là, il s'agit quand même de l'économie. Et je suis parfois très étonné de constater que les hommes politiques dévient le champ de l'économie et des finances pour justement se glisser dans la peau des hommes politiques et rester donc dans ce que moi j'appelle la politique aérienne. Et pourtant, il y a des vraies questions qu'on devrait poser au gouvernement pour dire quelle est votre stratégie en tenant compte quand même de cette espèce d'amélioration. Je ne parle même pas encore d'embellie, mais d'amélioration au niveau des agrégats macroéconomiques, qu'est-ce qui est prévu à court, moyen terme, pour que le Congo retrouve, n'est-ce pas, la confiance qu'il a toujours méritée auprès des bailleurs de fonds et auprès, n'est-ce pas, de nos partenaires au développement. C'est des vraies questions qu'on devrait se poser pour dire oui, il y a quand même eu cette avancée. Et il y a un autre aspect, puisque le Premier ministre Anatole Koliné Makosso a eu à déclarer, d'ailleurs, ça faisait, on peut dire, hein, c'est vraiment le titre qui barre la une de son interview, c'est les Congolais se sont habitués à voir l'État s'occuper de tout, il faut changer des mentalités. Ah oui, moi ça ne m'étonne pas parce que quand nous discutons avec quelques cadres, quelques personnes, les institutions de Bretton Woods en off, justement, c'est la recommandation qui est faite au gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement devrait amener les Congolais à devenir de véritables créateurs de richesses pour que, par effet d'entraînement, le Congo récupère, en termes de dividendes, hein, si vous voulez, le paiement des taxes et des impôts, parce que c'est comme ça qu'un État vit.
Et la remarque qui est justement faite au Congo par les institutions de Bretton Woods, c'est que c'était l'État qui fait tout. C'est l'État investisseur, c'est l'État qui construit des usines. Vous avez vu, l'État s'est engagé à construire, par exemple, une usine de panneaux solaires. L'État s'est engagé à construire une usine céramique. L'État s'est engagé, n'est-ce pas, à faire certaines choses qui, en principe, devraient être faites par des privés. Et je crois d'ailleurs c'est pourquoi l'État, dans cette orientation sur recommandation des institutions de Bretton Woods, s'est vu obligé de créer ce ministère de la promotion du partenariat public-privé parce qu'il fallait créer un cadre de concertation avec justement une loi qui permet à ceux qui veulent venir, qui veulent investir dans notre pays, qui veulent être en joint venture avec les privés congolais, qui veulent, n'est-ce pas, s'insérer dans la sphère de l'investissement dans notre pays, que ces gens puissent s'y installer parce que c'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. Si l'État n'a pas de moyens, eh ben, on peut créer des PP, c'est-à-dire le partenariat public-privé. Il y a, n'est-ce pas, plusieurs façons de faire. On peut faire but opéré en transfert, certaines joint ventures comme ça, au niveau des finances, à travers une ingénierie financière qui est mise sur pied pour que l'État ne soit plus lui-même l'État investisseur. Le rôle qui doit être dévolu à l'État dans un pays qui veut avancer, c'est c'est vrai, l'État doit construire des infrastructures et même l'État, lorsqu'il n'a pas des moyens, il peut travailler avec des partenaires privés dans ce qu'on appelle une joint venture, c'est-à-dire ça peut être but opéré transfert, c'est-à-dire qu'un partenaire privé vient, apporte des moyens et dit comme vous n'avez pas de moyens financiers, moi je les ai et on fait une évaluation, il peut créer une espèce d'autoroute, il peut construire, pourquoi pas, un hôpital, et il exploite cet ouvrage pendant une certaine durée, il rentre dans son investissement et se fait un peu du bénéfice, et puis l'État reprend donc ses biens au terme de ce contrat de concession. C'est des choses qui se passent aujourd'hui, donc la remarque qui est faite à l'État congolais, ça il faut le reconnaître, je comprends pourquoi le Premier ministre l'a dit, peut-être qu'il aurait pu le dire, mais je comprends que souvent, lorsqu'on est homme politique, on se gêne de dire que oui, c'est sur recommandation du Fonds monétaire international de la Banque mondiale. Mais l'orientation que ces institutions donnent aujourd'hui à des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, le Gabon, le Cameroun, le Kenya, bref, le Rwanda, c'est justement de faire que l'État joue beaucoup plus le rôle des régulateurs et non celui d'État qui assiste, n'est-ce pas, qui fait de l'assistanat financier, qui fait de l'assistanat sur le plan économique, qui est quasiment au four et au moulin. Un État ne doit pas investir. Comme par exemple, je vous parlais des usines, construire une usine céramique à Makwa, construire une usine de panneaux solaires à Makwa. Vous voyez que s'il y avait seulement eu des privés plutôt dans cette entreprise, il est évident qu'on n'aurait pas connu les déboires que nous connaissons. C'est parce que justement, l'État veut faire des choses qui reviennent au privé. Et deuxièmement, il faut noter une chose, l'État congolais, il faut le reconnaître. Ça, je le parle, c'est le témoignage du journaliste qui a quand même sillonné une bonne partie des pays africains lorsque j'étais à Jeune Afrique Économie, ou même parfois pour d'autres organes de presse. J'ai constaté que, il faut le reconnaître, le Congo est un État très social. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des décisions ont été prises, même si elles n'ont pas produit des effets probants. Vous vous souvenez qu'il y a eu cette gratuité des pièces administratives, passeports, carte d'identité nationale, certificat de nationalité, casier judiciaire, acte de naissance. Je vous le jure, je ne connais pas un seul État en Afrique, même nanti, même en Afrique du Sud ou au Nigeria, dont les deux premières puissances économiques en Afrique, ou même au Maroc, où l'État s'engage à ce genre de gratuité de caisse administrative. Donc, moi, je pense, il faut qu'on se dise des vérités, il y a eu beaucoup d'assistanats. Et je peux comprendre que c'était pendant les périodes fastes. L'État a même eu, à un moment donné, à donner de l'argent à des jeunes, à des personnes pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, je suivais mon regard, ceux qui devaient faire de l'huile,
ceux qui devaient, n'est-ce pas, se lancer dans le high-tech pour faire des téléphones et tablettes. Bon, l'État, si vous voulez, a quand même eu à s'engager sur des chemins qui n'étaient pas les siens, alors que l'État ne doit pas faire ce genre de choses. Et je peux comprendre qu'aujourd'hui, euh, euh, à cause de la situation financière très difficile et sur recommandation des institutions de Bretton Woods, on demande donc à l'État de ne plus vraiment jouer ce rôle comme il le joue avant parce que ce n'est pas le sien. D'ailleurs, souvenez-vous, le Congo est resté l'un des rares pays qui a longtemps tenu mordicus pour ne pas subir les injonctions du Fonds monétaire international concernant la question des subventions des produits pétroliers. L'État a longtemps résisté et l'État, d'ailleurs, selon mes informations, résiste toujours dans la mesure où le Fonds monétaire international, par exemple, voudrait qu'on relève le prix du carburant à 1100 francs CFA. L'État résiste parce que l'État s'est dit, je ne dois pas jouer ce rôle. Mais dans d'autres pays, les gens se sont pliés aux injonctions du Fonds monétaire international sur ces questions. Donc, si vous regardez encore, faisons un tableau comparatif, jetez un coup d'œil, je vous le montre, les prix du kilowattheure d'électricité au Congo, comparez-les avec les autres pays. Vous vous rendez compte aussi, là, à l'évidence, que quand même, l'État fait beaucoup de social. L'État fait beaucoup de social. Qu'on le veuille ou non, je sais que chacun a sa façon ou son orientation politique, mais ici, je sors vraiment des oripeaux politiques pour parler économie et finances parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. En économie, on ne triche pas et vous pouvez bien vous en rendre compte du rôle joué par l'État. Je vous prie, puisqu'on parle quand même de l'État et de la formation des Congolais, qu'il y a l'Institut universitaire de Brazzaville qui forme beaucoup de jeunes. Suivez, s'il vous plaît. Nouveau bachelier, professionnel d'entreprise pour votre rentrée académique pour une meilleure formation, choisissez l'Institut universitaire de Brazzaville, IUB. IUB est une école compétitive et moderne qui propose une formation de qualité. Elle met à votre disposition des masters avec les plus grands professeurs d'Afrique. IUB met à votre disposition des cursus en sciences juridiques, économie et gestion financière, sciences et technologies. Profitez des dernières technologies d'une connexion Internet haut débit par fibre optique, d'une bibliothèque. IUB, c'est également des formations à la carte, des stages de recyclage et des séminaires. Pour plus d'informations, plus 242 06 515 57 57. Alors, tout compte fait, je pense quand même que moi, en tant que journaliste de la presse économique, s'il faut conclure par là, je m'attendais à ce que les statistiques produites par le Premier ministre Anatole Makosso soient fausses. Il n'en est rien. C'est vrai qu'il brandit ces statistiques. Je dis oui, monsieur le Premier ministre, ces statistiques prouvent quand même qu'il y a eu, n'est-ce pas, un petit bond en termes d'amélioration, mais seulement ça n'impacte pas encore le niveau de vie des Congolais. Quelle est donc la stratégie qui est mise en place dans les tout prochains mois, c'est-à-dire à court ou moyen terme, pour pouvoir retrouver le Congo avec un niveau d'endettement qui est vraiment dans des proportions tout à fait maigres, avec une signature qui s'améliore pour que le Congo redevienne un pays qui non seulement est fréquentable par les investisseurs, parce que les investisseurs tiennent compte de tous ces agrégats, mais on voudrait les conforter, on voudrait que les consommateurs, c'est-à-dire les Congolais, retrouvent donc les fruits de cette croissance qui est encore très fragile, quoi qu'elle soit, on le sait très bien, une croissance hors pétrole, ce qui est déjà une bonne chose, parce que la croissance qui a été présentée dans les années de boom pétrolier, on le sait bien, pour ne pas me répéter, elle était justement impulsée par le pétrole. Et puis, lorsque le pétrole ne se vendait plus bien, on a vu comment est-ce que le taux de croissance a dégringolé et on est même allé dans la phase de décroissance de moins de 8%. Maintenant, les vraies questions, c'est que les gouvernants nous disent, en dehors de ce que vous voyez comme saut qualitatif, voici ce qui est prévu à court ou moyen terme. Je pense qu'il faut de temps en temps qu'on rentre dans des débats économiques et financiers, c'est plus important. Et je suis certainement de ceux qui pensaient que Koliné Makosso n'avait pas l'étoffe d'être celui qui va vraiment apporter un changement significatif sur le plan
de l'économie congolaise, parce que je sais que c'est un juriste de formation, mais les chiffres qui sont là, qui parlent d'eux-mêmes, montrent quand même que oui, même lorsqu'on n'est pas économiste, on peut aussi aboutir à des bons résultats, enfin, à des résultats relativement bien, comme c'est le cas. Et nous espérons qu'il faut justement aller plus loin en prenant l'exemple sur le modèle béninois tel que présenté par le ministre des Finances, Ouadani. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube Alphonse Dongo TV pour être davantage informé sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances, au commerce. À très bientôt. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7.